Bonjour. À quelques jours de Noël, je reviens vers une région que j'aime beaucoup, le Sauternais, pour vous parler des problèmes qu'a l'appellation. J'en avais déjà fait allusion dans d'autres vidéos. Mais là, je vais vous expliquer d'autres éléments qui montrent que les gens dans la profession sont conscients des difficultés, mais personne n'a encore trouvé la formule magique pour relancer l'appellation, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose aujourd'hui les cyprès de Climas en millésime 2007 et en magnum. Pourquoi un magnum? C'est le hasard de ce que j'ai trouvé sur internet. Ça n'existait pas en bouteille. Et à vrai dire, si ça avait été en bouteille, j'aurais peut-être hésité à l'acheter, parce que c'est quand même que le deuxième vin de Climas, et puis 2007, ça fait quand même 17 ans. Et j'aurais craint non pas que le vin soit trop âgé, mais qu'il ait perdu un peu de cette fraîcheur très agréable qu'ont les sauternes, je ne dirais pas dans leur prime jeunesse, mais quand ils commencent à évoluer vers leur apogée. Le vieillissement en magnum est plus lent, de meilleure qualité, et l'apogée est plus longue. On a toujours remarqué ça, évidemment de manière empirique, et on s'est posé la question du pourquoi. L'explication qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que le volume d'air qui est enfermé entre le goulot et la bouteille, étant quasiment le même entre une bouteille et un magnum, le rapport entre le vin et l'oxygène enfermé est très différent, et que apparemment c'est une cause de ce vieillissement lent et de qualité. Le magnum est effectivement en fait le format optimum dans la perspective de vin de grande garde, évidemment. Ça n'a pas tellement d'intérêt pour les petits terroirs. Mais au fil des années, la différence est significative. Ceci étant, le magnum ne correspond pas évidemment à la consommation la plus fréquente. Il faut parler du millésime 2007 dans le Sauternais, qui est un grand millésime dans cette série de la première moitié des années 2000, avec 2005, 2007, 2009 et un peu plus tard 2013. Ceci étant, la météo en 2007 a été extrêmement chahutée, et on a bien cru que ça allait être la catastrophe. Un printemps doux, et puis l'été des pluies très très importantes fin août, qui a entraîné une baisse de morale des viticulteurs. Assez curieusement, le temps a changé assez vite, avec des baisses de température et du vent d'est qui a séché les raisins et qui a permis aux botrytis de se développer le matin, et l'après-midi au soleil d'éviter les ennuis genre pourriture grise. Les vendanges ont démarré vers le 12 septembre pour se terminer le 26 octobre avec des très très belles tries. Au bout du compte, on a eu du sucre résiduel à l'issue des fermentations de genre de 140 à 150 grammes par litre, ce qui signe toujours un grand millésime. Ce 2007, bien sûr, maintenant doit être à son apogée. Je vous rappelle donc que ce deuxième vin n'existe plus depuis que Bérénice Lurton a revendu Climas aux frères Moitry, qui se sont engagés dans une politique commerciale très différente, en multipliant les productions de blanc sec et en supprimant donc le deuxième vin de Climas, ce qui est bien dommage. Alors, tant qu'on en trouve, autant en profiter. Pour parler des formats de bouteilles, donc je vous ai parlé des magnums, mais il y a aussi allusion aux plus petits modèles, c'est-à-dire les demi-bouteilles, voire les quarts. Les demi-bouteilles ont pratiquement disparu dans les CHR, dans les cafés, hôtels, restaurants. Ils ont été supplantés par la vente au verre, qui correspond au mode de consommation actuel et qui permet aux restaurateurs de dégager des marges phénoménales. Ce qu'ils ont perdu au volume, ils l'ont largement rattraper en marge, c'est une évidence. Les demi-bouteilles, quand même, ont un marché particulier auquel on ne songe pas souvent, c'est les compagnies aériennes qui écoulent des quantités invraisemblables de bouteilles qu'ils servent évidemment dans les classes affaires, dans les premières, etc. Parfois même, ils demandent plus petit encore de taille, mais enfin dans l'ensemble, c'est les demi-bouteilles qui se vendent le plus. Air France, de ce point de vue-là, est un très très gros acheteur de vin. Nous allons donc goûter ce cyprès. Je vous rappelle que Climas, c'est une trentaine d'hectares
en biodynamie depuis longtemps. Très belle couleur, vieil or, un peu ambré. Les notes florales explosent, on est vraiment à Barsac. Des notes d'écorce d'orange, un peu confite. Sur la pêche abricot, quel joli nez. Le sauternes vieilli et ces notes de safran qu'on trouve dans les sauternes plus jeunes, là, s'atténuent nettement. Quel nez. Oui, on est plutôt sur abricot, pêche abricot. Nettement, pas vraiment sur la mirabelle, qu'on trouve plus fréquemment sur l'appellation sauterne. Quel nez. C'est vraiment un délice. Une belle ampleur qui est assez remarquable pour un second vin. Ça donne une idée de ce que doit être Klimas dans ce millésime-là. Alors là, j'ai payé ça. Vous savez que le Sauternes, ils ont des difficultés, donc les prix sont stables depuis un bout de temps. Donc j'ai payé ça 50 € le magnum, ce qui amène à 25 € la bouteille. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très très bien placé. Je vous invite, si vous avez l'occasion de retrouver ce cyprès de Klimas, à tester ça, même si vous n'y connaissez pas grand-chose, c'est vraiment très facile à apprécier. Alors maintenant, je vais vous parler de sujets un peu parallèles. Dans la profession, et au-delà du Sauternes, il y a des gens qui se préoccupent de l'avenir des vins, disons, moelleux ou liquoreux. Le mot liquoreux, j'aime pas trop parce que finalement, les gens se disent, oh là là, ça doit être du sirop absolument écœurant. C'est pas vraiment ça. Je vais donc vous parler de Patrick Baudouin, qui est un viticulteur du Val-de-Loire et qui est connu pour produire des Coteaux du Layon de haut niveau. C'est quelqu'un qui défend ce type de vin botrytisé ou obtenu d'autres manières dans d'autres régions. Et donc il a, dans les années 2010-2011, il a créé un cercle de réflexion, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle SAPRO, ou SAPROS, il y a un S à la fin. Je vous mettrai le lien en commentaire. Il a réuni autour de lui des viticulteurs en pointe qui défendent comme lui l'image de ces vins-là, produits à petite quantité avec tous les aléas climatiques inévitables. Il y avait Jean-Michel Deist, l'Alsacien, il y avait aussi des producteurs de Jurançon, et puis Alexandre de Lurtsalus. Nous sommes donc en 2010 et il est toujours à la tête de Château d'Yquem. Quel est le but de ce cercle? Eh bien de produire une charte de défense de ces vins-là en renonçant à toutes les méthodes artificielles d'enrichissement face à des millésimes intermédiaires, voire petits. Quelle méthode? Eh bien, c'est l'osmose inverse ou la cryoconcentration, ou cryoextraction. En gros, sans tomber dans les détails techniques, il s'agit de retirer de l'eau à un mou qui est trop dilué pour obtenir une concentration évidemment artificielle. L'osmose inverse, l'eau passe à travers une membrane et donc on enrichit le mou comme ça, et la cryoextraction consiste à cristalliser la phase aqueuse du mou et de concentrer le reste. Bon, les détails techniques ont peu d'importance. Il est évident que ces techniques sont inaccessibles aux petits producteurs qui n'ont ni les moyens ni le personnel pour faire tout ça. Et surtout, ça coûte de l'argent. Donc déjà, ils ont du mal à vendre sans tout ça. Alors s'ils commencent à faire ça, c'est même pas la peine. Donc en fait, Patrick Baudouin défend une image qu'on pourrait qualifier d'élitiste de ces vins-là. Mais à vrai dire, je lui donnerais plutôt raison, parce que je ne vois pas ce que peut faire d'autre que le Sauternes, c'est-à-dire présenter des vins de très haut niveau qu'il faut accepter de payer, même si, je répète, que le prix de ces vins-là, ramenés au rendement, sont bien inférieurs au Grand Rouge. Plus tard, sous la pression de la base, le ministère de l'Agriculture s'est penché sur cette région qui rame, il faut le dire, et d'autant plus que le contexte bordelais est mauvais.
En 2015, ils ont cherché un inspecteur général de l'agriculture, donc un fonctionnaire déjà de haut niveau, pour proposer des pistes d'amélioration de la situation. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En gros, si vous voulez, il a proposé aux petits producteurs, qui n'ont rien à voir avec les crues classées ou assimilées et qui ne s'en sortent pas, de créer une cave coopérative pour pouvoir proposer à un prix, très raisonnable, du sauterne aux grands négoces bordelais. Cette idée n'a jamais vu le jour parce que, si vous voulez, c'est l'éternel problème. Si vous voulez faire du sauterne pas cher, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc on en est là et quelque part, il n'y a pas de solution miracle. Si on me demande mon opinion personnelle, je penserais que à court, c'est sûr, moyen terme, c'est quasiment certain, le sauterne restera toujours un marché de niche, exactement d'ailleurs comme les sélections de grains nobles ou les jurançons qui sont vinifiés donc en liquoreux. Petit rendement, donc prix qui paraissent élevés pour les gens qui bien sûr n'ont pas de point de repère. Que peuvent faire donc ces petits propriétaires qui rament comme des fous dans le secteur moins qualitatif de l'appellation? Ça devient très compliqué, sans parler d'ailleurs des autres appellations moins prestigieuses comme Sainte-Croix-du-Mont, Céron-Loupiac. Alors eux, on peut dire que c'est la cata. Alors là, les faire basculer sur du blanc sec ou du rouge, ils vont se retrouver dans le marasme des Bordeaux et des Bordeaux supérieurs. Ça sera encore pire. Ceux qui s'en sortent, ils sont en général ce qu'on pourrait appeler des pluriactifs, c'est-à-dire qu'ils vont faire un peu d'élevage, d'herbes fruitiers, et l'un dans l'autre, ils vont s'en sortir, mais c'est quand même de la haute voltige. Il est certain que l'appellation du sauterne n'a pas su du tout négocier le virage de la consommation moderne. C'est bien dommage pour eux et pour le produit lui-même. Tous les grands châteaux, vous le savez, maintenant sont entre les mains de sociétés ou des gens qui avaient les reins solides et qui savent parfaitement où ils mettent les pieds. Sinon, ils ne vont pas durer longtemps. On peut le regretter, mais d'un autre côté, qui peut supporter des vendanges qui ne donnent rien du tout, comme en 2012? Eh bien, évidemment, ce sont les grands groupes financiers qui ont la trésorerie pour et qui voient plus loin que leur bout de vendange, j'ai envie de dire. C'est bien sûr le cas célèbre d'Yquem, qui a été racheté par LVMH il y a plusieurs années. Je voudrais aussi vous parler, pour terminer, d'un sujet qui va peut-être vous paraître inattendu, c'est le Covid. Vous avez tous entendu parler du Covid long et des dégâts qu'ils ont faits, et notamment sur l'odorat. Je dois honnêtement reconnaître que c'était une de mes peurs, non pas tant de la maladie elle-même, mais que de perdre mon odorat. Bon, ça se discute. Enfin bref, je suis passé à travers. Mais je pense que beaucoup de professionnels ont flippé encore bien plus que moi parce que c'était leur travail qui était en jeu. Ce virus reste quand même mystérieux, même s'il est encore étudié dans tous les sens. Toujours est-il qu'il a fallu rééduquer un certain nombre de gens à l'odorat et donc à stimuler le cerveau en leur faisant ressentir des odeurs très basiques pour retrouver un odorat normal. Les études maintenant sur l'odorat deviennent très fines, très subtiles et on apprend des choses assez inattendues. Notamment, ils ont beaucoup travaillé sur Bordeaux, à l'Institut de la Vigne et du Vin, sur le sujet. Et ils se sont aperçus d'un truc assez étrange, enfin disons inattendu, c'est qu'ils ont testé, si vous voulez, l'odorat des professionnels, donc des gens qui sont censés, n'est-ce pas, avoir un odorat très fin, bien au-delà du mien, et se sont aperçus que ces gens-là, même à très haut niveau, avaient des points faibles dans leur odorat. On peut imaginer par exemple que dans les types par exemple, d'arômes floraux, ils étaient moins performants que dans les arômes fruités, etc. Et que ça leur a permis, si vous voulez, de retravailler leurs points faibles. En fait, on peut faire un parallèle, vous savez, avec l'audition. Une audition normale, c'est bien, on entend bien. Maintenant, si on fouille un peu et si on fait un audiogramme, on s'aperçoit qu'il y a certaines fréquences qui passent moins bien que d'autres. Alors, tant que ce n'est pas gênant dans la vie courante, ça ne pose aucun problème. Mais pour notamment le vieillissement, qui n'est évidemment pas la seule cause d'une audition défectueuse, on s'aperçoit que ce n'est pas toutes les fréquences qui sont touchées et pas de la même manière.
un exemple pour le montrer, c'est que les gens qui perdent un peu d'audition souvent entendent beaucoup mieux au téléphone parce que les fréquences du téléphone ne sont pas les fréquences, je dis normales, dans la vie courante. C'est une chose que les gens ne savent pas toujours. Pour terminer, je vais vous parler de deux anomalies de l'odorat, la phantosmie et la parosmie. Alors derrière ces termes un peu barbares, c'est des choses assez simples. La parosmie, c'est une perception déformée d'arômes qui, en temps normal, sont considérés comme très plaisants. Et il y a une phase physiologique chez les femmes, ça arrive très souvent, c'est la grossesse, où brusquement il y a des odeurs qu'elles aimaient bien avant et qu'elles ne supportent plus du tout. Quant à la phantosmie, c'est ce qu'on appelle des hallucinations olfactives, et on en a tous eu un jour ou l'autre. On croit sentir quelque chose, c'est notre cerveau qui nous joue un tour. Par exemple, vous traversez vous longez en voiture une usine qui sent très fort, vous trouvez que cette odeur est infecte, vous fermez vos fenêtres, etc. Et puis vous roulez un petit peu comme ça 10 minutes, et puis vous vous arrêtez prendre un ami qui vous attend, il monte dans la voiture, et vous parlez de choses et d'autres, et vous lui dites « Ah, c'est infect, cette odeur d'usine, ça sent encore dans la voiture ». Et la personne vous dit « Ah non, mais moi je sens rien ». Donc si vous voulez, c'est des situations assez fréquentes où on est très marqué par une odeur et on finit par la sentir alors qu'objectivement elle n'existe plus. Voilà, à bientôt.